Ok. Donc je présente l'agence. Hein. Oui. Ok. De formation, en tout cas, nous sommes designers industriels et on a complété nos compétences avec des outils du design de service, de l'intelligence collective, de la concertation citoyenne. Tous ces outils qui nous permettent en fait de travailler avec les agents, avec les publics sur le terrain pour faire émerger les besoins. Ce n'est pas uniquement de la conception, ce qui aurait pu être le métier d'origine. C'est vraiment toute une phase amont qu'on appelle une phase d'ethnographie, pendant laquelle on va aller sur le terrain, on va mener des observations, mener des entretiens, puis ensuite on va surtout travailler ce qu'on appelle en co-conception, c'est-à-dire qu'on va monter des formats d'intelligence collective, des ateliers d'intelligence collective, pendant lesquels on va travailler avec les publics, avec les agents, pour faire émerger les solutions aux problématiques de terrain qu'on rencontre. Un des partis pris en fait de notre méthode, qui est vraiment issu en fait du design industriel à l'origine, c'est de se dire qu'il faut très rapidement maqueter, prototyper, donner forme, c'est-à-dire incarner les choses, les idées, pour pas que ça reste quelque chose de flottant et qu'on reste sur des petits bouts de papier, des post-it ou juste des esquisses. Le fait de maqueter permet deux choses, même trois choses. La première, c'est en maquettant, je réfléchis différemment. Je ne pense plus qu'avec ma tête, je pense aussi avec mes mains. En maquettant, je crée un objet de discussion, un objet tangible qui permet justement de travailler en co-conception avec d'autres acteurs. Et dernier élément, en maquettant, je vais pouvoir très rapidement tester des usages et faire des itérations. Premier prototype, deuxième prototype. Ces maquettes coûtent peu cher, elles permettent d'affiner très rapidement les solutions plutôt que de déployer tout de suite une solution qui coûtera très cher. Alors les sujets peuvent être assez variés. On peut travailler à la fois sur des sujets qui sont plutôt vraiment tournés vers le service public, des accueils au public, travailler par exemple sur l'accès au RSA, travailler sur des offices de tourisme, des musées. Donc ça c'est plutôt le côté, on va dire, côté bénéficiaire, citoyen, usager. Et on peut très bien aussi travailler sur des problématiques plus internes qui vont être de l'ordre des ressources humaines, du changement de l'organisation des administrations pour délivrer plus facilement le service public. Donc il y a vraiment les deux à regarder. Ce qu'on appelle nous dans le jargon du métier, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on va à la fois regarder ce qui se passe côté bénéficiaire et à la fois ce qui se passe du côté des agents. Pour rendre un bon service, il faut que les agents puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. On a travaillé par exemple avec la mairie de Paris pour créer son laboratoire d'innovation interne. Donc un peu à l'image des laboratoires d'innovation en recherche et développement qu'on connaît plus classiquement dans l'industrie. Et petit à petit, on voit émerger des laboratoires d'innovation publics qui peuvent être portés par des villes, des métropoles, des départements, des régions. Tout dépend des échelles. Nous avons accompagné la ville de Paris en formant 20 agents, toutes catégories confondues, aux méthodes du design de service et de l'intelligence collective pour que demain, et ce demain est aujourd'hui, cette innovation puisse traiter des sujets à la fois internes à l'administration et des sujets à la fois côté bénéficiaire, service public, avec ces méthodes-là d'innovation. Ce laboratoire d'innovation permet aussi de décloisonner, d'arrêter de travailler en silo, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de transversalité, d'horizontalité, peut-être aussi un peu moins d'hiérarchie dans les projets, puisque ce qui fait la richesse d'un projet pour nous, c'est aussi la pluridisciplinarité, et donc d'avoir plusieurs expertises autour de la table permet vraiment d'enrichir le projet et de trouver des solutions qui soient plus adaptées, plus pertinentes. Il y a aussi des projets sur lesquels on travaille qui vont être beaucoup plus en lien avec les publics, avec le service public, à l'image de la Poste, de la SNCF, etc. Nous, on a beaucoup travaillé sur des espaces d'accueil dans l'action sociale. Donc on a travaillé par exemple sur la direction de l'action sociale à Paris, comment faire en sorte que le bâtiment soit bien identifié, que les publics soient guidés bien en amont même d'arriver sur le lieu, c'est-à-dire qu'il y a toute cette continuité de service du moment où je prends connaissance que ce service existe jusqu'à la fin de mon accompagnement, la sortie d'un dispositif. Et donc nous, on va penser toute cette chaîne en fait, qu'on appelle une chaîne de points de contact, pour essayer de faire en sorte que tous ces points de contact soient lisibles et que l'expérience du bénéficiaire fonctionne bien, soit comprise et que le bénéficiaire en ressorte en étant correctement accompagné. Et le deuxième volet dans ce type de projet plutôt en lien avec les publics, c'est aussi d'être force de proposition et de se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, l'équipement public doit toujours être en lien avec les usages. Donc on ne peut pas que répondre aux besoins d'aujourd'hui, il faut aussi se projeter et se dire que demain, il y aura plus de démarches en ligne, encore plus, et qu'il va falloir pouvoir accompagner les publics aussi sur ces démarches-là, par exemple.
Et elle essaye aussi de travailler sur des sujets de fond, des sujets qui doivent nourrir notre pratique, parce qu'en tant que designer, nous avons aussi quelque part une responsabilité, une forme d'éthique du design, pour pas aller faire n'importe quoi, puisque ça a un réel impact sur la vie des gens, sur les questions d'accessibilité, de démocratie, de concertation citoyenne, tous ces sujets en fait qui vont ensuite nourrir notre pratique de designer. Allora, tap, track. Oh, c'est bon. Ok. Cette démarche qui se veut une démarche de design aussi procède en fait d'une approche très systémique qui inclut une approche historique et culturelle, une approche de l'usage et de la magie du territoire, mais aussi une viabilité économique, et tout cela dans la quête d'une inscription dans un développement, ce qu'on appelle développement durable. Ce qui l'intéresse dans le paysage, c'est la trace de l'homme dans le paysage. Il a vécu donc pratiquement 1 an en face des glanums, qui sont des monuments romains en face de Saint-Paul-de-Moselle, qu'il n'a jamais peint. Ce qui l'intéressait, c'était le travail agricole, c'était la nature, comment les paysages étaient modelés. Un des tableaux était l'amandier en fleurs. Van Gogh a voulu le peindre pour illustrer la Renaissance, l'amandier étant le premier arbre qui refleurit au printemps. L'un des outils de ce projet européen, c'était aussi une application qui s'appelle Van Gogh Natures, et une application en 6 langues où il s'agissait d'illustrer chacun des tableaux. Pour illustrer et pour expliquer l'amandier en fleurs, je me suis mis à la recherche d'informations et je suis tombé sur une statistique agricole de 1840 à peu près, et il y avait pratiquement 230-240 hectares d'amandiers qui étaient plantés dans les Alpilles. Donc je me suis dit, Van Gogh peint des amandiers en 1890. Il y avait beaucoup de production d'amandiers relativement juste avant son arrivée dans les Alpilles. Où sont-ils? Et c'est vrai qu'on voit par exemple à Saint-Sixte, à Égalières, on voit des magnifiques squelettes d'amandiers. Donc on est dans un univers plutôt fossile autour de l'amandier. L'amandier est très présent dans la culture provençale et particulièrement cette zone qui était traditionnellement une zone de production d'amandes. Il y a des chansons. Je découvre qu'il y avait des casseries à Fontvieille, ici même, à Égalières. Il y avait jusqu'à 3 casseries dans les années entre 30 et 50. Tout se faisait à la main, sur des loses avec des catchés. C'était des galets pour casser tout cela à la main. Donc il y avait toute une structure avec des flux financiers. Enfin, il y avait toute une organisation et une vie socioculturelle autour de l'amandier. Là, tout de suite, j'ai le réflexe de regarder comment se comporte le cours de l'amande et je vois que le cours de l'amandon est en train d'exploser. C'est un coup de bol fantastique parce qu'on a une fenêtre de tir entre relance de l'économie, viabilité économique, respect de l'environnement et enrichissement, redécouverte du patrimoine. Dès l'été 2014, je propose au maire de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles de relancer cette filière. Donc on étaye bien le sujet et une fois que le sujet est préparé, les maires acceptent de relancer la filière amande. Il y a eu toute une batterie de conventions qui ont été signées et pour arriver à une architecture autour de l'arboriculture et l'accompagnement des agriculteurs. Une fois plantés, une fois les conduits, ces arbres allaient donner de la production. Ce qu'ils donnent maintenant, ils sont rentrés en production maintenant, parce qu'on parle d'entre 2014-2016 où les premières plantations ont eu lieu. Donc fallait-il après avoir la transformation, donc la nécessité d'avoir une casserie. Une casserie, c'est l'endroit où on apporte ces amandes qui vont être cassées, la coque va être séparée de l'amandon et c'est l'amandon qu'on va pouvoir manger. Là on est vraiment dans le tissage, non pas uniquement socio-économique, mais maintenant en plus dans l'économie et vers la distribution et vers la valorisation des flux et de production et touristique. Et donc on a avec l'ancien maire d'Égalières, René Fontès, on a travaillé à provoquer la naissance d'une casserie avec un privé. Il est en train de créer sa casserie qui devrait voir le jour, enfin être opérationnelle à la saison prochaine, c'est-à-dire en automne 2021. À la suite de quoi, l'idée c'était en fait de développer tout un programme pédagogique. L'un de ces actes pédagogiques, c'est de proposer aux écoles
de venir avec les enfants, donc ça va de maternelle jusqu'à CM1 ou CE2 plutôt, pour venir d'une part voir la malle de l'amandier qu'on a développée avec le parc naturel des Alpilles, donc avec plein d'éléments de médiation autour de l'amande, et ensuite on plantait des arbres. Ça, ce sont des arbres qui ont été plantés il y a 3 ans. Donc ils doivent être en 3e feuille, ceux-là. Vous avez là une collection variétale d'une grande partie des vieilles variétés françaises, par exemple, qui ont été plantées par les enfants. Donc l'amandier propose le retour du printemps, donc le retour de la saison, un peu avant la saison touristique, de telle sorte qu'on puisse étendre un peu l'aile de saison et recommencer un tourisme. Venez dans les Alpilles, venez dans le Pays d'Arles, venez en Provence pour fêter le retour du printemps de manière un peu anticipée et pour peu qu'il fasse beau en février-mars, c'est une symphonie, quoi. C'est un festival, tout est en fleurs, c'est magnifique avec ses parfums de miel et ses amandiers et ses pétales. Enfin, il y a toute une mise en scène et une scénographie qu'on peut imaginer au niveau du réceptif, du tourisme, et avec l'hôtellerie-restauration, etc.